Coucou les addicts, c'est Aurélie. Bienvenue sur ce tout dernier décryptage pour l'épisode 13 de la saison 3. Comme lors des deux décryptages précédents, le chat est ouvert. Donc si vous m'avez rejoint en direct pour la première diffusion du décryptage, eh bien ma foi, n'hésitez pas à commenter. Échangeons. Que les échanges soient riches et nombreux. Donnez votre avis. On a le droit de ne pas être d'accord. C'est mon 54e décryptage, puisque j'ai fait les 16 de la saison 1, les 13 de la saison 2, et donc voici le 13e de la saison 3, et ceux de la saison 5 sont également disponibles. Ça fait beaucoup, mais c'est chouette. Quelques infos, je ne sais pas si vous les avez vues, sans doute, pour la plupart d'entre vous, mais j'essaye de proposer des résumés des épisodes de Men in Kilts, donc avec Sam Yuan et Graham McTavish. Ils sont disponibles sur mon site internet. Voilà, j'essaye de les illustrer avec les gifs et les petites vidéos qui sont proposées par la chaîne Stars et voilà, c'est amusant. Une petite confidence, donc vous aurez deux vidéos des producteurs cette fois-ci pour ce dernier épisode. J'en publierai une sur YouTube ici, c'est Matt Roberts et Tony Graffia qui sont interrogés, ça dure 2 minutes. Et puis, comme d'habitude, Inside the World qui sera sur ma chaîne, sur ma page Facebook, pardon. N'hésitez pas à être curieux, visitez mon site internet, je l'enrichis vraiment quasiment quotidiennement, c'est-à-dire que je reprends les articles que j'avais déjà écrits il y a quelques mois et je les enrichis, je les complète, et c'est notamment le cas en ce moment pour la saison 1 et la saison 2. Si vous êtes un peu curieux, et je vous encourage à l'être, vous allez dénicher toutes les vidéos justement Inside the World, donc c'est le débriefing des producteurs pour chaque épisode. Ils ne sont pas en accès public pour l'instant sur ma chaîne YouTube, mais si vous passez par mon site internet, vous les aurez toutes. Donc voilà pour le petit scoop pour les fidèles au décryptage. Et ben je crois que c'est parti, on y va pour l'épisode 13. Alors, j'ai plein de choses à dire sur l'épisode 13 et je commence donc par des impressions générales et le titre qui est donc en français L'œil du cyclone. C'est la traduction littérale du titre anglais Eye of the Storm, en référence à bien sûr la tempête et puis aussi cette séquence visuelle où on découvre justement Claire et Jamie dans l'œil du cyclone. Mais c'est aussi une métaphore pour moi de leur relation, puisque du moment que ces deux-là sont ensemble, le monde peut s'écrouler et être dans un chaos pas possible autour d'eux. Tout se passera bien pour eux. Donc je trouve que c'est une jolie métaphore. Pour la petite anecdote, cet épisode aurait pu s'appeler Le Nouveau Monde et ça a été son titre pendant très longtemps, mais il a été changé d'une part parce que apparemment ça a été spoilé par Ketsuna Balf et d'autre part aussi je pense, et c'est la raison principale, parce que ce titre en disant est un peu trop long sur la fin de cette saison. Les scénaristes de l'épisode sont Matt B. Roberts et Tony Graffia. C'est leur deuxième collaboration à l'écriture d'un épisode à ce stade d'Outlander, puisqu'ils avaient déjà coécrit l'épisode final de la saison 2, qui était magnifique, c'est mon préféré. Mais ils ont également collaboré sur d'autres épisodes dans les saisons 4 et 5. Et puis, j'en ai parlé certainement dans mes décryptages de la saison 5 et je serai amenée à en reparler dans la saison 4. Et Matt Roberts, non seulement a écrit une partie de l'épisode, mais il l'a également réalisé. Et ça, c'est quand même un petit scoop. Et en tout cas, c'est une première pour lui. C'est la toute première fois de sa vie qu'il réalise un épisode, quelle que soit la série concernée d'ailleurs. Alors, c'est quand même un habitué de la réalisation, parce que ça ne se sait pas trop, puisque évidemment c'est pas forcément mis en avant, mais il dirige, Matt Roberts, depuis la première saison, depuis la saison 1, il dirige la seconde unité de réalisation, et ce travail consiste en fait à réaliser toutes les séquences de titres. Vous savez, ce qu'on a en tout début d'épisode, lorsque justement s'affiche qui l'a réalisé, le producteur, etc. On a toujours un petit focus sur ce qui va avoir lieu dans l'épisode. Parfois c'est un peu cryptique,
parfois c'est assez transparent. Donc il réalise ces séquences-là. Il fait aussi des images d'appoint où les acteurs ne sont pas forcément nécessaires. Donc toutes ces images de paysages, voilà, sur des détails d'objets ou de décors, c'est lui qui fait ça. Et c'est aussi lui qui est en charge de faire ce qu'ils appellent les reshoots. Donc c'est des reprises en fait, hein, lorsque des séquences sont pas tout à fait ce qu'elles devraient être. C'est lui qui est chargé de les refaire. Donc par rapport à la réalisation, anecdote, la tempête, hein, la séquence de la tempête qu'on a en milieu de tiers d'épisode a été filmée dès l'arrivée des équipes en Afrique du Sud, pour des questions de timing en fait, hein, parce que vous l'avez bien vu et j'en parlerai, mais il y a énormément d'effets spéciaux pour cette séquence et le temps de post-production est nécessaire pour réaliser les images qu'on voit au final dans l'épisode. C'est très long. Donc voilà, donc encore une fois, hein, il y a des choses qui sont faites un peu à l'envers. Et Matt Roberts n'a pas tourné la séquence de la grotte, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai pas eu le sentiment que c'était une première pour le réalisateur de l'épisode. C'est vraiment bien réalisé. Et ce qu'il a beaucoup utilisé, je ne sais pas si c'est sa marque de fabrique, en tout cas, dans l'épisode, on a 3 fois ces mouvements de caméra qui partent en travelling arrière. La première fois, c'est lorsque Claire, Jamie et Yann sortent de la grotte et qu'ils se retrouvent dans la jungle. Jamie prend Yann et Claire dans ses bras et on voit la caméra qui s'éloigne en partant vers le haut. La deuxième fois où on voit ça dans l'épisode, c'est justement l'œil du cyclone, hein, où on voit Claire et Jamie dans la mer et la caméra qui monte hein, jusqu'à se retrouver au-dessus du cyclone. Et à la fin, alors c'est pas tout à fait le même procédé, puisque là, cette fois-ci, on part de la mer et on rentre dans les terres, mais par 3 fois. Donc, je ne sais pas, il faudrait que je me renseigne. Je n'ai pas trouvé pour savoir si c'était sa marque de fabrique ou si ça avait été fait volontairement. Autre chose, l'épisode, vous l'avez remarqué, il est structuré en 3 parties, hein, une sorte de 3 actes pour boucler les intrigues qui restaient à boucler. C'est une structure qui me semble presque parfaite compte tenu du volume d'intrigues à traiter et du peu de temps alloué à l'épisode, et je serai amenée à en reparler. Mon avis personnel quand même, je peux déjà en parler maintenant, c'est que c'est un épisode final qui n'est pas aussi bon que les épisodes finaux des saisons précédentes, trop rapide à mon goût. La volonté des producteurs avait été de le faire plus long, mais voilà, les temps d'écran en fait sont négociés auprès des diffuseurs, et là en l'occurrence auprès de Starz, et le Joker a déjà été utilisé pour l'épisode 6, hein, l'épisode des retrouvailles, et Alexander Malcolm, qui avait duré 15 minutes supplémentaires, et donc voilà, le Joker temps, c'est pas sur l'épisode de fin de saison, dommage. Ils avaient également eu l'idée de scinder le tome 3 et de faire 2 saisons. Il y avait certainement matière, mais imaginez un peu, faire 2 saisons avec l'épisode 3, enfin avec le tome 3, ça voulait dire que les retrouvailles entre Jamie et Claire finissaient une saison, hein, finalement, et je crois pas que les fans auraient pu attendre aussi longtemps. Donc bref, je ferme la parenthèse. Un épisode néanmoins dans lequel il y a pas mal d'émotions, même si elles ne m'ont pas, moi, véritablement emportée. Mais des émotions quand même, de l'incertitude, du désespoir, on a ri aussi un peu, beaucoup d'anxiété, et puis du soulagement, de l'espoir, et à nouveau de l'incertitude, de l'anxiété, de la luxure, de l'amour, de l'espoir, enfin tout ça mélangé. Et les émotions sont nettement décuplées par l'utilisation de la musique, comme à chaque fois. Bear McCreary joue sa partition à merveille. Et si je ne retiens qu'un passage, c'est ces notes de piano du thème de Face qui moi, me remuent les tripes à chaque fois. Alors là, on l'a eu 2 fois, puisqu'on a eu 2 fois ces images de Claire qui s'enfoncent dans les fonds marins. En fait, ce thème au piano, vraiment, est... Ouais, il y a une espèce de puissance dramatique. En tout cas, moi, je le vis comme ça à chaque fois que je l'entends. Et là, on a cette idée, donc en ouverture d'épisode, hein, quand on voit Claire s'enfoncer au fond de la mer, c'est qu'elle part rejoindre sa fille disparue.
Et comme ouverture d'épisode, je ne sais pas vous, là, à votre premier visionnage, mais c'est vraiment déconcertant. On ne s'attend pas à ça. Et comme le dit Tony Graffia là, dans son débriefing, c'est hyper audacieux dans le sens où on ne sait pas, comment elle en est arrivée là, qu'est-ce qui lui est arrivé juste avant. Et c'est quand même un vrai choc. Et, et la volonté en fait des scénaristes et réalisateurs, c'était de faire miroir au tout premier épisode de la saison 3, où on se retrouve sur le champ de bataille de Culloden, aussi dans une ambiance assez surréaliste, où on ne sait pas ce qui s'est passé. Et le parallèle a été jusqu'aux lumières, un peu aux couleurs de la scène, un peu estompée, effacée, une sorte de brouillard. La voile blanche là, dans laquelle Claire est entremêlée fait un peu écho aussi aux chemises blanches des Highlanders qui sont morts sur la lande. C'est aussi très rare cette ouverture d'épisode parce qu'on entend la voix off de Claire. C'est pas souvent qu'ils nous ont fait ça. Et on a vraiment cette idée de Claire qui s'en va vers une mort qui lui est douce et dans laquelle elle se sent bien. Et voilà, la musique là-dessus nous renforce ce sentiment dramatique. Déconcertant, ouais. Bien joué pour un début d'épisode tout à fait renversant. Quelques mots sur les décors et les accessoires. Donc, comme les scènes précédentes là, de l'épisode 12, où on voit John Grey, le bal, toutes ces scènes d'intérieur. Donc, la scène de Lord John Grey a été tournée en Écosse de nombreux mois avant. Et David Berry n'était pas du voyage en Afrique du Sud. Donc ça, c'est pour l'anecdote. La propriété de Rose Hall, c'est une véritable demeure qui existe en Afrique du Sud. Elle appartient à un notable. Ils ont eu la chance de pouvoir l'utiliser. Et pour la petite info, la plantation de Rose Hall a réellement existé. Et elle était occupée par une veuve accusée de sorcellerie, accusée de tuer des jeunes hommes et de prendre des bains de sang. Tout cela n'a jamais été prouvé, mais voilà, la plantation existe. Alors, elle a été construite après 1770, donc par rapport à l'action là, de Claire et Jamie, là, ils sont à peu près en 1768-69, enfin peut-être même avant. Donc voilà, mais probablement, et ça, j'ai pas retrouvé, que Diana Gabaldon s'est servie du mythe de Rose Hall pour son écriture. Au niveau des décors, personnellement, je ne suis pas fan de la grotte et du cercle de pierre. Ces deux éléments de décor me semblent quand même beaucoup moins authentiques que d'autres décors qui ont pu être faits pour la série. Le cercle de pierre là, qui est juste au-dessus de la grotte, ça fait vraiment faux et ça fait vraiment bizarre. Et moi, ça me semble complètement dingue aussi que Gaylis ait trouvé une propriété qui soit si proche d'un cercle de pierre. Voilà pour les petites minuscules incohérences que j'y ai trouvées. Au niveau des accessoires, je relèverai la tête de crocodile qui est absolument géniale, complètement déconcertante aussi sur la tête de ce danseur africain. Et d'ailleurs, il y a une scène coupée. Il doit y en avoir 2 ou 3 pour cet épisode. Il y a une scène coupée où on voit Claire et Jamie un peu plus longuement dans la jungle, entre le moment où ils quittent la propriété de Gaylis et le moment où ils arrivent devant la scène de danse vaudou. Et donc, ils tombent nez à nez, entre guillemets, avec une carcasse, un corps de crocodile qui est suspendu. Et donc on comprend par la suite qu'en fait la tête de crocodile que porte cet Africain, cet esclave, appartient au corps de croco qu'on a vu juste avant. Et au niveau des accessoires, je pense qu'ils ont dû mettre tout le budget sur la tempête, et du coup la tête de Gaylis, une fois qu'elle est morte, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment bizarre, un peu dérangeant. Les traits du visage sont vraiment déformés. Alors, un peu bizarre. Alors, j'ai entendu une interview de Ron Moore qui disait qu'il n'était pas vraiment satisfait justement des effets spéciaux en rapport avec
avec le cadavre de Gaylis. Et ouais, on comprend. Je crois que j'ai vu cette vidéo dans les bonus des DVD. Je ne sais pas si vous y avez accès et que vous avez envie de revoir ça, mais allez y jeter un petit coup d'œil. Et petite info, j'ai encore été voir tout à l'heure le DVD de la saison 3 est à 11 €. Donc, c'est pas très très cher. Si vous avez envie de vous faire plaisir, vous pouvez toujours le commander. C'est sur Amazon. Autre chose à dire sur l'épisode, c'est qu'aucun des personnages ne fait preuve de faiblesse dans l'épisode. C'est une véritable épreuve de force pour tout le monde. Et c'est ce qui rend, je trouve, le lâcher-prise de Claire, au moment où on la voit s'enfoncer dans l'océan, c'est ce qui rend ce lâcher-prise encore plus poignant. Ils vivent tous des aventures très, très intenses. Alors, Claire et Jamie, on n'en parle même pas, mais voilà, eux, leur objectif, c'est de sauver Ian et Brianna ensuite, et donc ils sont à tambour battant. Fergus et Marsali, on les voit 1 minute 22, je crois, mais très, très peu, mais quand même, enfin voilà, Fergus prend les choses en main et c'est lui qui va faire prévenir Lord John. Marsali, elle ne veut pas être laissée de côté et elle s'impose, elle y va. Yi Chen-cho et Margaret, ensemble, ont l'air très très forts aussi on découvre un peu leur force de caractère. Lord John Grey, mais je vais en parler, mais là aussi, grosse épreuve de force. Petit Yann, on le voit face à Gaylis en tout début d'épisode, pas la langue dans sa poche. On retrouve un peu du sang Jamie en lui. Et puis dans la grotte, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant qu'il ne quitte la grotte, il ramasse les pierres précieuses. Donc voilà, il perd pas le nord malgré tout ce qui lui est arrivé. Et Gaylis, bien sûr, droite dans ses bottes et droite aussi dans sa folie. Gros personnage et absolument aucune faiblesse à relever de son côté non plus. Et donc tout ça nous donne beaucoup de tension avec un seul moment de respiration un peu salvateur dans l'épisode et qui nous le fait apprécier d'autant plus. Donc c'est le plan de Jamie, et je mets un plan entre guillemets, et j'en parlerai, je vais le détailler. Et puis enfin, beaucoup de clins d'œil à d'autres épisodes, que ce soit des images explicites par des flashbacks qui nous sont directement montrés, ou juste des suggestions. Voilà, donc ça c'est récurrent dans la série. Ils ont l'habitude de nous faire des petits clins d'œil. Alors la première fois qu'on regarde la série, je pense qu'on les voit pas, et puis ensuite quand on se prend au jeu et voilà, qu'on prend à cœur de ne rien rater, on les voit tous, et voilà. Et moi je trouve ça vraiment très très chouette. Et puis on trouve ce fameux fil rouge du lapin qui trouve sa conclusion dans l'épisode avec la vision de Margaret. Donc voilà pour mes impressions générales. J'étais un peu longue, mais j'avais envie de vous dire tout ça. Alors on passe à mon top et à mon flop. Je ne vais pas m'éterniser sur mon flop, mais je vais commencer par lui. Pour moi, ce qui ne va pas dans l'épisode, c'est l'histoire entre Yi Chen-cho, Willoughby et Margaret. Cette histoire d'amour qui me semble un peu parachutée, qui n'est pas très très convaincante non plus pour moi. Alors j'en ai déjà parlé, mais voilà, Willoughby, le personnage a été façonné d'une manière totalement différente pour la série, en comparaison de ce qu'est le personnage dans les romans. Et donc on en a fait un être spirituel, tout comme peut l'être probablement Margaret, vu le don qu'elle a et les visions, etc. Donc il semblerait que ce soit 2 âmes sœurs qui se soient trouvées, mais voyez un peu, donc on est toujours pendant la même nuit que le bal du gouverneur. Donc Yi Chen-cho, il a rencontré Margaret, il a posé son regard sur elle pour la première fois, même pas 24 heures auparavant. Donc c'est vraiment un coup de foudre express. Et déjà, ils ont des projets d'aller s'installer ensemble à la Martinique. Enfin, pour moi, tout ça, ça colle pas, quoi. Donc voilà pour mon flop, et j'en parlerai pas plus longtemps. Mon top, et j'en parlais juste avant, c'est le plan, entre guillemets, de Jamie. Et j'aime cette scène parce que littéralement c'est le calme avant la tempête.
C'est une reprise totale d'une séquence qui est présente dans le roman. Et dans le roman, pour la petite info, Jamie ne fait que parler de son plan. Là, pour la série, il s'exécute en même temps, pour notre plus grand plaisir. Et c'est la première fois depuis leur retrouvaille que Claire et Jamie peuvent vraiment être eux-mêmes. Tous les secrets ont été révélés, petit Yann est retrouvé, tout le monde est sain et sauf. Ils sont en partance pour l'Écosse. Donc on peut vraiment dire qu'ils sont dans un environnement plutôt serein. Ouais, je pense qu'à ce moment-là, ils sont sereins. Et sans en montrer beaucoup, hein, cette scène, je la trouve très très haute. Le couple est joueur, rieur, complice, tendre et aussi pétri de désir. Pour moi, c'est une merveilleuse relation et c'est comme ça qu'on les aime. Et quand on pense à l'endroit d'où on est parti en début de saison et tout ce qu'ils ont traversé en si peu de temps, et quand je dis si peu de temps, ouais. Dans le livre, Claire parle de 4 mois qui se seraient écoulés entre leur départ d'Écosse et le moment où ils sont en Jamaïque. Donc c'est le temps de la traversée, hein, certainement. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est ça, Outlander, hein, c'est ce moment qui est pris volontairement et ce temps privilégié accordé au moment entre Jamie et Claire. L'action est volontairement ralentie pour nous offrir ces jolis moments-là. Et je voulais encore faire une mention spéciale à l'alchimie entre les acteurs. Je n'aime pas insister dessus parce que je ne suis pas de celle qui se fait des films par rapport à une éventuelle histoire entre les acteurs. Enfin, c'est pas du tout mon propos, mais voilà, enfin, quel talent, quels acteurs magnifiques, quelle alchimie entre eux, c'est phénoménal. Et je trouve que leur alchimie crève l'écran et c'est certainement aussi pour ça qu'on accroche autant à leur histoire. Alors, on passe à mes focus et pour une fois, je vais le faire de manière chronologique. Ce n'est pas forcément dans mes habitudes. J'aime bien croiser les thèmes et les informations. Mais là, je trouve que ça s'y prête bien et j'ai tellement de choses à dire que j'ai peur d'en oublier si je ne procède pas comme ça. Donc c'est parti et je commence avec Claire et Gaylis qui jouent au jeu du chat et de la souris. On savait que le plan de Claire était d'aller à Rose Hall, puisque Claire et Jamie avaient découvert que c'était probablement Gaylis qui détenait petit Yann. Et dès le début, en fait, Claire se retrouve dans une atmosphère bizarre et tendue. Sur son chemin vers Rose Hall, elle croise la procession des esclaves. Et à ce moment-là, ni nous ni elle ne savons ce que c'est et qu'est-ce qui se passe. Donc c'est vrai que ça nous laisse dans une ambiance un peu étrange. Et puis rapidement, après son arrivée, elle découvre le jeune homme mort égorgé. Alors après avoir eu très peur que ce soit Yann, puisque on voyait les mollets, c'était un homme blanc, donc forcément, elle a dû se faire des films et des idées. Et puis arrive la rencontre avec Gaylis, et on sent tout de suite le malaise chez Claire. D'ailleurs, le jeu corporel de Katrina Balfe le montre bien. Elle remonte son châle, elle croise les bras. Tout ça montre bien que Claire n'est pas très à l'aise. Et les mots de Gaylis qui sont censés être chaleureux, en fait, sonnent faux quand elle lui dit que c'est son amie et qu'elle peut venir à toute heure. Ça ne respire pas la franchise, en fait. Il y a une scène coupée importante où on découvre un peu plus de leur conversation et où Gaylis questionne Claire sur petit Yann, enfin, d'un air un peu faussement intéressé. Et alors que justement le but de Claire est d'avoir des nouvelles de Yann, Gaylis, elle, veut en savoir plus sur le trésor et sur comment se fait-il que Yann s'est retrouvé en possession du coffre. Et donc on les voit qui prennent le thé sur la terrasse et dans la scène coupée, je vous en mets l'extrait d'ailleurs. Et donc, on découvre que le thé que Gaylis sert à Claire est probablement le même thé que celui qu'elle avait servi à Yann dans l'épisode précédent. Et donc, on a toujours ce même jeu entre ces deux personnages, avec beaucoup de réserve, peu de franchise et l'une et l'autre qui s'interrogent un peu sur l'autre.
Et d'ailleurs, Gaylis redemande à Claire pourquoi es-tu là, et elle l'avait fait de la même façon dans l'épisode du procès des sorcières, hein, l'épisode 11 de la saison 1. L'unique obsession de Gaylis pendant toutes ces années l'empêche de penser clairement. On aurait presque pitié d'elle, hein, parce qu'elle est dans une espèce de paranoïa qui l'empêche d'être clairvoyante. Elle est persuadée que Claire la poursuit et qu'elle est sa véritable ennemie. Alors, ça pourrait être le cas, hein, puisque Claire est anglaise finalement, hein, alors que Gaylis, elle, est une fervente écossaise. Et j'aime aussi beaucoup la façon dont elle parle de la volonté de Dieu, avec un mouvement comme ça vers le ciel, à la manière du Bonnie Prince Charlie dans la saison 2. Et qu'est-ce que ça pouvait m'agacer d'ailleurs quand il en faisait référence à Dieu. Et Claire, là, elle perçoit la folie de Gaylis, hein, et elle est obligée de se dévoiler un peu plus, justement pour convaincre Gaylis et essayer de lui faire entendre raison. Et je trouve que c'est un bon point pour Gaylis lorsqu'elle dit à Claire qu'elle n'aurait jamais pu abandonner Jamie. Et en même temps, on lui en veut, hein, de rouvrir cette blessure chez Claire, qui est obligée de dire que voilà, elle a été obligée de partir et qu'elle n'a pas été là pendant 20 ans. Alors elle montre les photos de Brianna, car à ce moment-là, elle n'a aucune raison de penser que Brianna est en danger. Et ça nous offre aussi l'occasion d'avoir une discussion sur le voyage dans le temps, ce que je trouve intéressant, puisque en tant que téléspectateur, on se questionne un peu sur comment fonctionne ce voyage dans le temps. Alors on en a quelques bribes, depuis toutes ces saisons, hein. Mais on en apprend un peu plus et on découvre que Claire pense que pour passer les pierres, il faut quelqu'un qui l'attire de l'autre côté. Alors que pour Gaylis, il est nécessaire d'avoir non seulement les pierres précieuses, mais également un sacrifice humain. Et je trouve que là, on a l'idée que finalement, l'amour est plus fort que la haine. Gaylis et sa relation avec les hommes, j'en parlais lors du dernier décryptage, pour elle, les hommes sont des outils ou des accessoires de son dessein, en fait, hein. Il peut y avoir de la passion, de la séduction ou de la luxure, mais en aucun cas, elle n'a eu d'amour véritable pour les hommes. D'ailleurs, je trouvais ça rigolo, la manière dont elle a parlé de son dernier mari en disant que celui-ci, c'était son préféré. Enfin, elle a quand même fini par le sacrifier, mais bon, c'est pas tellement son propos. Et l'accolade finale, là, à Rose Hall, entre Claire et Gaylis, c'est assez dérangeante. Et j'ai entendu ou lu une interview de l'actrice là, de Lotte, qui disait que c'est ainsi qu'elle l'avait voulu, hein. C'est complètement fait exprès. Alors, on peut imaginer que deux femmes du XXe siècle feraient ça, hein. Enfin, une accolade, ça se fait. Mais là, c'est froid, c'est tendu, et Claire le perçoit d'ailleurs assez nettement. D'ailleurs, quelques images plus tard, on découvre que Claire est enfermée, ce que ne laissait pas supposer la fin de la scène avec l'accolade, d'ailleurs, hein. Vous voyez, encore une fois, là, je trouve que ça a été un peu rapide dans l'enchaînement des séquences. Alors, au milieu de cette longue scène entre Claire et Gaylis, on a un petit passage aussi où on voit Lord John Grey et Jamie. Et pour une fois, Lord John Grey s'affirme réellement. C'est un personnage dont on n'a que quelques bribes au cours de la saison, mais de ce qu'on en avait vu, moi je trouve que on ressent une certaine fragilité dans ce personnage, pouvant même parfois passer pour de la faiblesse. Alors, je parlais pas la semaine dernière, mais lors de mon dernier décryptage du choix des producteurs de terminer l'épisode 12 par l'arrestation de Jamie et par ce cliffhanger. Donc, il y avait 3 motivations. D'abord, de faire un cliffhanger. La deuxième motivation, c'était d'avoir une confrontation entre Claire et Gaylis toute seule. Ça ne se passe pas comme ça dans le roman. Et la troisième motivation, c'était de voir Jamie sauvé par Lord John Grey et d'avoir une scène entre les deux personnages. Plus ou moins entre eux, hein. Parce que, à la différence du roman, il n'y a pas de course-poursuite avec le bateau anglais, hein, le bateau militaire anglais et l'Artemis. Et donc, du coup, voilà, tous ces changements ont mené à cette scène-là que je trouve vraiment très, très bien. Très bien pour le personnage de Lord John Grey. C'est une belle démonstration d'autorité. On sent que le personnage prend du plaisir à paraître fort devant Jamie. Sa motivation est grande, hein, puisqu'il s'agit justement de le faire libérer. On découvre, ou en tout cas, on découvre un Lord John très habile, malin,
et surtout une espèce d'autorité naturelle et un ton incisif qui fait plaisir à voir. Moi, ouais, la scène est absolument géniale. Sa manière de rabaisser le capitaine à son rang de lieutenant, c'est franchement très très bon. Toutes ces petites répliques bien senties voilà, je t'appelle lieutenant. Oups, pardon, j'ai pas fait exprès capitaine. Enfin bref, c'est ouais. Et le capitaine Léonard, ou plutôt le lieutenant Léonard, s'est fait gronder comme un petit garçon. Il repart avec la queue entre les jambes et on a le petit sourire satisfait de Lord John Grey à la fin. Très très chouette. Un petit bémol quand même. À un moment donné, John Grey fait mention au titre justement, au titre de capitaine que le capitaine n'a pas vraiment mérité. Alors, entre parenthèses, je ne sais pas trop comment c'est pensé dans la série, mais dans le roman, les Grey, donc que ce soit John Grey ou son frère, ont acheté leur charge d'officier, donc pas vraiment non plus au mérite. Je ferme la parenthèse. Et donc, Jamie et Lord John parlent de dettes, une de plus. Ils ne tiennent plus les comptes, mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une réelle amitié entre les deux. On s'attendait à ce qu'il y ait une petite accolade aussi pour clôturer cet échange-là. Et finalement, il n'y en a pas et c'est encore plus puissant, je trouve, émotionnellement. Et ça se termine sur ce regard de John qui se demande probablement s'il reverra Jamie. Nous, on se doute un peu que oui, parce que ce personnage n'est pas réapparu là, en Jamaïque, en tout cas de l'autre côté de l'océan par hasard. Donc, même si on n'en est que à ce moment-là de la saison 3 et qu'on n'a pas vu la suite, on peut quand même présupposer que Lord John reviendra. Alors, parlons maintenant de la scène vaudou. Il y a également beaucoup à en dire. C'est une séquence un peu folle, déstabilisante pour moi. Probablement à cause du son continuel du tam-tam et de ces sonorités de percussion, etc. Il se passe beaucoup de choses et le montage croisé des différents petites séquences, puisqu'on a Claire et Jamie, on a Margaret, on a Willoughby, on a la danse africaine, il y a plein de choses qui s'entremêlent. Tout ça, ça a été fait volontairement pour donner du rythme, évidemment, mais on se sent un peu ballotté de part en part et l'impression de grignoter des petites miettes à chaque fois et de devoir nous recoller tous les morceaux. Un petit mot sur la musique, puisque sur le blog de Bear McCreary, il explique que pour lui, ça a été un énorme challenge, cette séquence. Elle dure 10 minutes. Mais comme je viens de le dire, avec énormément de choses à traiter pour lui, notamment la danse, le tambour, justement les scènes entre les personnages, le flashback, la bagarre, la révélation et la compréhension par rapport à Brianna, la mort de Campbell. Enfin bref, beaucoup de thèmes à traiter et il s'est retrouvé à devoir écrire 2 morceaux de musique. Donc l'un, c'est les sons de percussion de tambour avec les chants et l'autre, la partition un peu plus dramatique qui accompagne certaines séquences. Et ces 2 morceaux sont parfois superposés, parfois tout seuls. Et donc, pour mettre tout ça en musique, je pense qu'on peut le dire comme ça, il a travaillé en même temps que les monteurs de l'épisode, en fait. Et ça leur a pris 2 mois. Donc, imaginez un peu le travail. On découvre donc la danse vaudou, mais en même temps que Claire et Jamie, cachés derrière les broussailles, d'ailleurs un peu à la manière de Claire et Frank, lorsqu'ils étaient cachés sur la colline de Craignadoon pour observer la danse des fées. Le parallèle, s'il n'avait pas paru évident à certains, il a carrément été mis en œuvre par les images en faisant des séquences croisées entre la danse des fées et la danse vaudou. Et si on se souvient bien, en fait, la danse, elle servait dans la première saison à ouvrir le portail. Et donc là, on peut aussi présupposer que la danse vaudou, finalement, ouvre aussi le portail que l'on verra un peu plus tard dans l'épisode. Et ça me fait me demander à quelle date on est. Et là, j'ai perdu le compte. Et je me demande si on n'est pas autour du solstice d'hiver, mais j'en suis pas très très sûre. Et c'est vrai que le fait que le climat jamaïcain, ou en tout cas sud-africain, est très
estivale, ça m'aide pas à me situer. Enfin, si vous avez une idée, n'hésitez pas à le dire, là, soit dans le chat ou soit en commentaire. Ça m'intéresserait. Et donc, je vais vous parler de la séquence avec Margaret, puisque... alors, je mets de côté l'histoire avec Willoughby, mais Margaret qui prend les mains de successivement Jamie, Claire et puis les deux ensemble, en fait, ça sert à valider ses visions, à nous montrer que c'est pas juste une folle, en fait, que ses visions sont réelles et qu'elle a un vrai don. Les détails dont elle parle ne sont connus que de Claire et Jamie, et d'ailleurs, même Claire ignore ce truc avec le lapin sur la lande de Culloden. Et donc, voilà, ça clôture le fil rouge... la thématique du lapin qui a été utilisée tout au long de la saison. Un truc que j'avais raté, moi, lors de mes premiers visionnages, c'est que c'est Brianna qui s'exprime à travers Margaret et qui parle à Jamie et qui parle à Claire à travers Margaret. Et moi, c'est le mama qui m'a aiguillée la deuxième fois que j'ai regardé la série, puisque... Brianna, lorsqu'elle dit maman à Claire, en version originale, elle dit mama, et d'ailleurs c'est comme ça que l'écrit Diana Gabaldon dans le livre. C'est pas comme ça que les Anglais, ou en tout cas les Anglo-Saxons, appellent leur maman. C'est plutôt mommy ou mum, enfin voilà. La séquence avec Archie, lorsque Jamie lui tire les vers du nez par rapport à la prophétie, c'est à ce moment-là que la lumière se fait pour Claire et qu'elle comprend que Brianna est en danger. Entre parenthèses, la prophétie a été beaucoup simplifiée par rapport au roman. Déjà pour un effet plus lisible pour les téléspectateurs et puis aussi pour quelque chose de plus dramatique pour la télé. Moi, je suis assez OK avec ça. Ça me dérange pas qu'ils aient modifié la prophétie. Ça change pas grand-chose. Et donc, pour finir l'arc de Margaret, Archie, Willoughby, pour défendre Margaret, Yi Chen-cho tue Archie Campbell, une nouvelle gorge tranchée, après celle du jeune homme dans le quartier des esclaves de Rose Hall, du poulet quelques secondes avant. Voilà Archie Campbell, et ce n'est pas la dernière gorge tranchée de l'épisode. Je ne sais pas s'ils en ont fait un fil rouge, mais en tout cas, c'est sympa. Et donc, ils emmènent Campbell au bûcher, comme Gaylis avait été emmené au bûcher dans l'épisode du procès des sorcières. Et petite chose rigolote, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un esclave qui a pris la perruque d'Archie Campbell et qui l'a sur la tête. Voilà, on sourit si on le voit. Je passe à la scène de la grotte. Qui est une scène qui est assez rapide et du coup intense. On a cet échange poignant entre Claire et Jamie à l'entrée de la grotte qui en fait valide ensemble leurs priorités. Ils sont conscients qu'ils peuvent à nouveau être séparés dans quelques instants. Mais voilà, le petit mot de Jamie qui me semble assez touchant et qui dit qu'ils ont déjà perdu Faith, ils ne vont pas perdre Brianna. Voilà. Ils sont d'accord sur leurs priorités. Et hop, on passe directement près de Gaylis, le point de passage avec l'eau au milieu. Et quand Claire comprend que Gaylis veut s'y jeter, elle lui tranche la gorge. Et on voit que Claire est à son tour attirée par le portail, complètement pétrifiée. Et cette fois-ci, à l'inverse de la saison 2, où c'est Jamie qui poussait Claire vers les pierres, très délicatement, il la retient, simplement en lui attrapant la main. C'est une jolie image que j'aime bien. Et en fait, on prend conscience que Claire ne peut pas vraiment contrôler l'appel des pierres, ou l'appel du portail en tout cas. Et probablement parce que cette fois-ci, de l'autre côté, c'est Brianna qui s'y trouve. Donc voilà, merci à Jamie d'avoir retenu Claire, parce qu'elle serait probablement passée une fois de plus. Alors le soulagement n'est pas pour tout de suite pour Claire, qui est en état de choc. Et ça m'a fait un peu penser à l'état dans lequel elle se trouvait quand elle avait tué le soldat tunique rouge qui les avait attaqués, elle et Jamie, juste après leur mariage. C'est dans l'épisode 8. Et là, on se demande si son choc est lié au fait qu'elle vient de commettre un meurtre, s'il est lié à Gaylis, au portail aussi. Enfin,
l'état dans lequel ça la met, hein, d'être près d'un portail, ou à la prise de conscience qu'elle a tenu le crâne de Gaylis et la boucle temporelle que ça présuppose. Quoi qu'il en soit, là encore, grande délicatesse de Jamie qui ne la brutalise pas et qui simplement montre qu'il est là pour elle, présent. Il l'entoure de ses bras. Et puis ensuite, c'est Yann qui rejoint les bras de Jamie et c'est un gros câlin et une vraie respiration au cœur de cette jungle. Et la façon dont c'est monté avec cet énorme fondu au noir, on pourrait croire que c'est la fin de l'épisode et la fin de la saison. En fait, tout a été tellement vite que il aurait pu se passer finalement les 55-60 minutes de l'épisode. Et en fait, quand on regarde, non, il nous en reste encore un bon tiers. Donc, j'ai déjà parlé dans mon top de la scène entre Claire et Jamie sur le bateau. Et donc, juste après le calme de cette scène, arrive la tempête. Une scène de toute beauté. Et je paraphrase Tony Graffia, mais vraiment, les effets spéciaux sont absolument dingues. D'ailleurs, ça a valu 2 nominations. J'ai pas retenu exactement, mais ils ont été nominés dans la catégorie meilleurs effets spéciaux pour une série. Donc, ils n'ont pas eu le prix, mais c'était suffisamment remarquable, en tout cas, pour valoir une nomination. Pendant toute la séquence de la tempête, il n'y a aucune musique. On se croirait vraiment dans un film catastrophe. Et on en revient ensuite à la séquence initiale, hein, avec Claire qui coule, emportée par le poids du morceau de bois, hein, du mât, accompagnée par la musique de Faith, dont j'ai déjà parlé. On est 100% avec elle, là. Claire, elle est OK avec le fait de mourir, hein. C'est l'idée que la mort peut être douce et apaisante. Et on retrouve, pour moi, une scène de toute beauté avec l'arrivée du chevalier Jamie, qui arrive de la droite de l'écran, qui plonge un peu en diagonale. Je trouve que l'image est splendide, les gestes sous l'eau sont magnifiques. Le baiser qu'il donne à Claire sous l'eau, pour moi, est plutôt une manière de lui insuffler de l'air, en fait. Et à leur remonter lorsqu'il lui dit « Si tu meurs, je jure que je te tue ». Ça, c'est une phrase absolument exactement tirée du roman. Et je trouve que ça décrit bien l'état d'esprit de Jamie. C'est vrai qu'après tout ce qu'ils ont traversé, ce serait un peu dommage que Claire s'en aille de cette manière-là. Et puis, on a la transition entre l'œil du cyclone dont j'ai parlé et tout cet aspect métaphorique. Et puis, le tourbillon dans la flaque d'eau sur le sable. Une idée de Matt Roberts, encore une fois, qui décidément, on a de belles dans l'épisode. Je trouve que c'est une de ces belles transitions de la série. L'autre que j'ai vraiment très en tête et que j'adore, c'est celle du premier épisode de la saison 2, hein, lorsque Claire tend la main à Franck à la descente de l'avion et qu'en fait c'est Jamie qui lui attrape la main à la descente du bateau au Havre. Voilà, pour les petits souvenirs des autres saisons. Après cette tempête et puis donc le fait qu'il se soit échoué sur la plage, une plage d'ailleurs inondée de soleil, le désespoir est de courte durée pour Jamie qui découvre que Claire a tenu sa promesse de ne plus jamais le laisser, donc elle est vivante elle aussi. Il peut prononcer le nom de Fraser et dire qu'il est accompagné de sa femme. On sent que c'est important pour lui les mots qui sortent de sa bouche à ce moment-là. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de pseudonymes, hein, tout au long de cette saison 3 et je pense que de pouvoir dire que son nom est Fraser, c'est hyper important. En plus, on apprend que les autres passagers de l'Artemis ont sans doute survécu, en tout cas certains d'entre eux. Donc ça, c'est important pour eux. Claire et Jamie sont ensemble, ils n'ont aucune idée de ce qui les attend, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont pouvoir y faire face ensemble et leur tête-à-tête est magnifique à tel point que le monde autour d'eux n'existe pas. Hein. Le couple, avec leur enfant, se rend compte que là, ils sont un peu de trop et ils tournent les talons. L'Amérique est une nouvelle terre pleine de promesses pour tous les deux. Et donc, avec la caméra, hein, dont je parlais tout à l'heure, hein, on entre dans les terres et justement, cette prise de vue finale préfigure et annonce la saison 4 qui va se passer totalement en Amérique.
Et donc voilà, c'est ainsi que se termine cette saison 3. Une saison très particulière, hein, vraiment coupée en deux, avec une première moitié de saison jusqu'aux retrouvailles, avec un vrai élan émotionnel. Moi, j'ai trouvé passionnant de découvrir ce qui a façonné Claire et Jamie pendant 20 ans. Euh, les séquences à Boston entre Claire et Frank étaient vraiment bien écrites. En plus, on avait Roger et Brianna aussi dans pas mal d'épisodes. Jamie tout seul de son côté avec les différentes phases de sa vie. Franchement, tout cela a été très très bien amené jusqu'aux retrouvailles, un peu en crescendo. Et ensuite, l'intrigue, de mon point de vue, a peiné à avancer, même si on nous a servi de bons épisodes, hein, là n'est pas la question, mais la volonté de la série de suivre le roman, là je trouve a un peu gêné, puisque le souci de l'adaptation, en fait, c'est qu'on perd les transitions et les développements qui sont permis, hein, par une écriture, un roman et un nombre de pages infini. Ça donne corps à l'ensemble. Et voilà, si on veut le résumer en quelques épisodes de télé, on a un peu ce sentiment de coïncidence, de rythme un peu effréné, de certains événements qui semblent un peu forcés. Et voilà, je dirais que mon seul regret, en fait, c'est pas tellement sur le travail qu'ont fait les producteurs, les scénaristes et les réalisateurs, et c'est plutôt qu'il n'y avait pas assez d'épisodes pour cette saison 3. Et si on parle spécifiquement de cet épisode-là, c'est un bel épisode. Il y a beaucoup d'éléments plus que très satisfaisants. Mais voilà, encore une fois, trop court et trop expédié, et notamment la première partie. De mon point de vue, je pense que l'histoire de Gaylis aurait pu être plus développée. L'actrice est géniale et elle personnifie tellement bien Gaylis qu'on aurait aimé en avoir plus. Il aurait été bénéfique sans doute de passer plus de temps avec elle. On avait un peu touché les combats de Gaylis du doigt, hein, dans l'épisode 13 de la saison 2 notamment, lorsqu'elle était à l'université. Enfin voilà, on sentait, hein, son combat, mais bon, ça manque un peu pour justifier justement toute cette fin dramatique. Donc, on n'est pas emporté, submergé comme dans les deux autres finales, hein, de saison. On est resté un peu en surface. Cette saison est véritablement une saison de transition entre l'Écosse et l'Amérique. On s'attend à une toute autre histoire et on s'attend à ce qu'ils construisent un foyer ensemble. Pour ma part, j'ai hâte de me replonger dans la saison 4. Je vais vous faire un aveu, je ne la connais pas très très bien. C'est celle que j'ai le moins regardée et franchement, je ne crois pas me tromper en vous disant que je ne l'ai vue intégralement que 2 fois. Donc, vous voyez, ça fait pas beaucoup. Je vais avoir l'occasion de porter un autre regard avec vous. Il nous reste probablement encore au moins 8-9 mois avant une éventuelle diffusion de la saison 6, et encore je suis optimiste. Donc mon objectif, c'est de terminer les décryptages de la saison 4 avant que la 6 ne commence. Donc voilà, je verrai bien à quel rythme je les produirai. Probablement jusqu'à l'été, encore 2 par mois à peu près, mais on verra. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, dites-le moi, donnez-moi vos avis. Si vous voyez une façon d'améliorer ce que je fais, des infos que je ne donne pas, enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mon seul but, c'est de m'améliorer, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.